Bonjour et bienvenue à ce second webinaire portant sur les services aux étudiants en cette journée d'accueil de la Télé-Université. Alors, je m'appelle Lucie Boisvert et je suis conseillère au soutien des étudiants en situation de handicap. Et je vous présente Guylaine Henfield qui présentera ce webinaire avec moi, qui est conseillère en orientation. Nous avons aussi avec nous Denis Gilbert des communications qui servira de modérateur et qui pourra prendre les questions et les commentaires là, et les rediriger vers les bonnes personnes. Alors, il nous fait plaisir de vous présenter les différents services mis à votre disposition durant vos études, puisque même si nous sommes entièrement à distance, nous sommes présents pour vous soutenir. Alors, la rencontre se déroulera en deux temps. Tout d'abord, nous vous ferons une brève description de nos services, puis dans un second temps, nous allons répondre à vos questions. Pour ce faire, sachez que toute l'équipe des services aux étudiants sont avec nous et pour bien répondre, pour s'assurer de bien répondre à vos interrogations. Alors, sans plus tarder, je prête le flambeau à ma collègue Guylaine pour entrer dans le vif du sujet. Alors, bonjour, bienvenue tout le monde. Alors, quel service nous offrons au service aux étudiants? Donc, je vais commencer par vous présenter l'aide-conseil en orientation. Ensuite, Lucie poursuivra avec le soutien aux étudiants en situation de handicap. Elle vous abordera aussi le sujet de l'aide financière aux études, les bourses d'études. Elle continuera avec les examens et moi, je prendrai relais pour terminer avec la bibliothèque à distance et le soutien technique. Donc, allons-y sans plus tarder avec l'aide-conseil en orientation. Donc, qu'est-ce que j'offre comme service aux étudiants qui sont admis et qui sont inscrits? Donc, essentiellement deux volets, un volet informatif et un volet counseling. Donc, le volet informatif va vous informer sur tout ce qui est information scolaire et professionnelle. Donc, si vous avez besoin de renseignements sur quels programmes sont offerts à la TÉLUQ, qu'est-ce que ça permet d'acquérir comme connaissances? Comment ces connaissances-là peuvent se transposer en compétences concrètes sur le marché du travail? Le marché du travail, donc quelles sont les statistiques de placement? Quelles sont les perspectives professionnelles qui sont associées aux professions de votre choix? Quels sont les salaires, les taux d'emploi? Donc, qu'est-ce qui se passe dans un secteur d'activité, dans une région X donnée? Donc, je suis là pour vous fournir toutes ces informations-là de base qui seront aidantes, en fait, ensuite pour faire un bon choix d'études éclairé. Tout le volet counseling est aussi présent pour aider à clarifier certaines situations. Donc, dans un processus complet d'orientation, on a divers services qui sont offerts. Donc, dépendamment de vos besoins, on juge en fonction finalement là, de votre situation. On peut avoir des tests qu'on appelle psychométriques qui vont vous aider à préciser, si c'est nécessaire, vos intérêts, vos aptitudes, tout ce qui peut être la personnalité au travail. On peut inclure aussi là-dedans une redéfinition de vos objectifs personnels ou professionnels. Par là, on peut passer par l'établissement d'un plan d'action qui vont vous conduire à réaliser vos objectifs qui ont été prédéterminés avant. Je suis là, en fait, là, pour vous aider aussi au niveau de l'employabilité. La majorité de nos étudiants sont sur le marché du travail, mais ils vont viser parfois des changements de cap, des redirections. Donc, à ce moment-là, je suis là pour vous aider à vraiment établir la situation et qu'est-ce qui sera favorable pour vous pour la suite. Donc, toutes sortes de conseils, d'aide, d'informations pour vous aider à établir le bon programme d'études pour vous à la TÉLUQ pour s'assurer que ça vous conduira bien où vous voulez aller par la suite sur le marché du travail. Maintenant, comment avoir accès à ces services? C'est assez simple. Vous vous rendez sur le site Internet sous la section Services orientation et vous trouverez un formulaire Aide-conseil. Je vous invite à le remplir. Donc, je vous demande quelles sont vos questions, vos doutes, vos interrogations, quelle est votre situation en général. Je vous demande quel est votre cursus académique, donc quelles études vous avez fait jusqu'à présent. Et je vais demander aussi là, des précisions sur vos expériences professionnelles. Et toutes ces informations-là, finalement, vont m'aider à bien saisir vos besoins, votre profil et me préparer tout simplement à notre rencontre. Donc, je vous invite à remplir ce formulaire-là et nous, ensemble, ensuite, on peut se prévoir un rendez-vous par Zoom, comme on fait actuellement, par téléphone ou par échange courriel, là, si vous le préférez. Donc, n'hésitez pas à me contacter. J'essaie de répondre aux étudiants qui sont là, admis le plus rapidement possible, dans les 24-48 heures.
Période COVID oblige, parfois les délais en période de rentrée sont un peu plus longs, mais on essaie de répondre quand même rapidement à chacune de vos demandes. Donc, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir. Maintenant, je vais passer le relais à Lucie qui va vous expliquer les services qu'elle et son collègue Denis offrent aux étudiants en situation de handicap. Alors, le TELUC offre aussi un service de soutien aux étudiants en situation de handicap. Alors, ce service s'adresse pour les personnes ayant une situation de handicap qui est reconnue par un professionnel de la santé. Alors, pour répondre à vos besoins, nous allons tout d'abord procéder vraiment à un accueil qui est personnalisé et en fonction de vos besoins. Donc, nous allons analyser justement vos besoins pour nous permettre de vous soutenir adéquatement durant tout le long de vos études à la TELUC. Notre service peut prendre différentes formes, telles que la mise en place de mesures d'accommodement aux examens. Dans ce sens, on peut retrouver parfois du temps supplémentaire, on peut retrouver aussi la transcription audio, on peut retrouver aussi de l'accompagnement physique, donc différentes mises en place d'accommodement qui peuvent être mises en place. On offre aussi l'accompagnement durant les études et des conseils et outils pour bonifier les stratégies d'apprentissage. Alors, de ce sens, on peut retrouver la documentation sur les stratégies de lecture. Nous pouvons y retrouver du soutien à la rédaction, du soutien à la motivation aussi, de l'écoute parfois durant les périodes plus difficiles. Donc, ce soutien personnalisé, il y a du soutien personnalisé aussi qui est offert pour l'aide financière qui est accordé aux étudiants ayant des besoins particuliers. Pour effectuer une demande de soutien au service aux étudiants en situation de handicap, il faut premièrement être admis et inscrit à un cours. Ensuite, l'étudiant doit remplir un formulaire qui se trouve dans le portail et joindre un document attestant de votre situation de handicap qui est reconnu par le professionnel de la santé. Ensuite, un conseiller nous fera un plaisir d'entrer en contact avec vous pour convenir justement des mesures appropriées, des modalités de rencontres afin de favoriser votre réussite. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Pour de plus amples informations, vous pouvez aussi nous contacter par courriel. Vous allez retrouver toutes les informations sur notre site web. Et le formulaire se trouve justement sur votre portail Matelluc. L'Université TELUC offre aussi un service à l'aide financière aux études. Donc, premièrement, l'Université TELUC est un établissement qui est reconnu par le programme d'aide financière du ministère. Alors, le Bureau de l'aide financière sert tout d'abord va vous servir de pont entre vos études à la TELUC et le ministère en l'informant justement que vous êtes bel et bien inscrit dans notre établissement. Il peut aussi répondre à toutes vos questions concernant l'aide financière, donc des questions soit sur les versements octroyés, des questionnements sur le fonctionnement de l'aide financière. Il peut vous informer aussi sur l'évolution de votre dossier. Le Bureau de l'aide financière va aussi aider les étudiants de toutes les autres provinces du Canada. Pour être admissible à l'aide financière, il faut tout d'abord être inscrit à 12 crédits minimum, qui est environ l'équivalent de 4 cours dans un même trimestre. Dans certains cas, pour des situations plus particulières, il est possible d'être admissible à l'aide financière avec 6 crédits, qui est l'équivalent d'environ 2 cours. Vous pouvez vous informer là, sur les sites web de l'aide financière du ministère pour avoir plus d'informations dans ce sens. Bien entendu, plusieurs facteurs influencent le montant de l'aide financière qui est octroyé. Donc, si vous voulez savoir justement une évaluation globale là, de votre situation financière à vous, vous pouvez aller effectuer une simulation là, sur le site de l'aide financière. Nous vous recommandons aussi de déposer une demande d'aide financière avant de faire votre demande d'admission à la TELUC. Pour ce qui est du fonctionnement des versements, celui-ci va dépendre en fonction de ce que vous allez obtenir comme prêts et bourses. Donc, si vous n'avez que des prêts qui est équivalent aux frais de scolarité, il va seulement y avoir un seul versement qui va être effectué le premier mois de votre trimestre d'études. Toutefois, si vous avez des prêts et des bourses, vous avez droit à un versement qui va être équivalent aux frais de scolarité et aux frais de subsistance le premier mois de votre trimestre d'études et vous allez obtenir 3 autres versements équivalents aux frais de subsistance les 3 autres mois de votre trimestre d'études. Si vous voulez avoir de plus amples informations sur le service de l'aide financière, si vous voulez avoir
plus d'informations concernant votre situation, n'hésitez pas à contacter le service au numéro qui est inscrit à l'écran. L'Université TELUC offre aussi des bourses d'études pour nos étudiants pour encourager justement l'excellence, la réussite et l'implication étudiante. Il y a tout d'abord les bourses de réussite qui sont offertes pour les étudiants qui sont inscrits à la maîtrise avec mémoire et au doctorat. Ces bourses sont octroyées automatiquement lorsque vous atteignez des étapes précises de votre cheminement universitaire. Les bourses d'excellence, quant à elles, sont offertes pour les étudiants qui sont inscrits au certificat, au baccalauréat ou à la maîtrise. Elles récompensent les meilleurs dossiers scolaires. Ainsi, on peut y retrouver au premier cycle 3 bourses de 3 000 $ et au deuxième cycle, nous pouvons y retrouver 5 bourses de 3 000 $. Oui, exactement. À chaque année, une bourse d'implication est offerte pour encourager la participation active aux activités de l'Université TELUC. Donc, pour un étudiant qui a démontré qu'il avait participé activement à nos activités, il y a un montant de 1 000 $ qui est octroyé par année. Si vous voulez d'autres informations sur les bourses, vous pouvez consulter les bourses d'études, le site sur les bourses d'études qui sont prévues à cet effet et effectuer une demande dans les formulaires que vous pourrez y retrouver. Le service aux étudiants est aussi responsable des examens. Alors, d'entrée de jeu, je pense qu'il est important de mentionner que temporairement, bien entendu, en raison de la pandémie, certaines séances d'examen sous surveillance ont été remplacées et sont remplacées actuellement par des examens en ligne. Bien sûr, les étudiants touchés par cette situation sont tous contactés par courriel. Soyez assurés que les séances d'examen sous surveillance se dérouleront dans le respect des règles de la santé publique dès leur retour. Ainsi, comment se déroulent ces examens sous surveillance? Donc, pour commencer, l'université s'engage à organiser ces séances le plus près de chez vous, donc dans un rayon maximal de 50 km de votre domicile. Combien y a-t-il de séances de planifiées dans un mois? Donc, il y a une séance, un mercredi par mois de planifiée pour la ville de Montréal et la ville de Québec. Et il y a aussi une séance de planifiée un samedi par mois partout dans la province aux heures indiquées à l'écran. Il y a aussi possibilité d'organiser des séances d'examen spéciales pour les étudiants qui vivent des situations particulières. Donc, comme nous avons discuté tout à l'heure, pour les étudiants en situation de handicap, par exemple, pour les étudiants en milieu carcéral ou les étudiants aussi qui sont à l'extérieur du pays. Donc, tous nos étudiants internationaux ont aussi accès à des examens sous surveillance. Alors, comment fonctionnent plus précisément ces examens? Donc, dès votre inscription à un cours dans lequel se trouve un examen sous surveillance, vous allez recevoir une assignation automatique en lien avec la date de fin de votre cours. Donc, 5 semaines avant votre séance qui est déjà planifiée, vous recevrez un avis de convocation à votre examen sur votre portail Matelluc, dans lequel il sera indiqué la date, le lieu, le local, ainsi que le matériel pédagogique auquel vous avez droit. Il y a possibilité de modifier votre date d'examen, donc vous pouvez soit la devancer, soit le reporter. Toutefois, pour la devancer, vous devez le faire 2 semaines avant la date que vous désirez effectuer votre examen. Et pour reporter un examen, vous devez l'effectuer 2 semaines avant la date à laquelle elle était déjà planifiée au calendrier. Vous pouvez consulter le calendrier pour savoir quelles sont les dates prévues à chacun des mois dans votre portail Matelluc. Généralement, les examens se déroulent dans un établissement scolaire le plus près de chez vous. Alors, je laisse la parole à ma collègue Guylaine pour continuer la présentation. Donc, bibliothèque à distance. Donc, nous sommes aussi responsables de ce service-là. Bibliothèque à distance, son nom l'indique, elle fonctionne essentiellement à distance, de façon virtuelle. Par contre, on a quand même 2 locaux physiques, donc 2 bibliothèques, à Québec et à Montréal, où normalement, on peut rencontrer notre équipe, donc bibliothécaire, technicienne, commis auprès de documents, toute la semaine, du lundi au vendredi, entre 8h30 et 16h30. Mais bien sûr qu'actuellement, règles de la santé publique nous obligent à avoir les interactions uniquement par téléphone ou par courriel.
Donc, divers services sont offerts. Premièrement, bon, documents, le service classique offert par une bibliothèque, documents à emprunter, donc une panoplie de documents assez diversifiés, livres, revues, films, allant jusqu'aux jeux. Vous avez accès à 100 bases de données qui vous donnent finalement la possibilité de consulter des documents en version électronique. Vous avez la possibilité de faire numériser des chapitres de livres ou des articles de revue et ensuite de vous les faire expédier. Si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez dans une des collections de la TÉLUQ, on peut aussi faire venir des documents de d'autres établissements universitaires. On a aussi, on vous donne l'accès à des logiciels spécialisés, notamment au niveau de la mise en page des travaux. Donc, très intéressant pour un étudiant universitaire d'apprendre à faire une bonne mise en page qui respecte les normes établies. Et pour ce faire, bien, ces logiciels-là vont vous sauver un temps considérable. Donc, si vous voulez les utiliser, ils sont là pour vous. On a d'ailleurs, à ce titre, 2 formations qui seront offertes cet automne et possiblement cet hiver, si je ne m'abuse, par rapport à ça. Donc, comment effectuer des recherches rapides, efficaces, pour être en mesure de faire vos travaux universitaires, de remplir vos fonctions d'étudiant plus rapidement et comment effectivement rédiger correctement selon les normes en vigueur pour que vous ayez là, tous vos points dans vos travaux et examens là, concernant la rédaction. Nouveauté 2020, alors un outil que vous allez probablement très apprécier, l'outil Sophia, qui est en fait un outil, une plateforme partagée de services qui va vous donner accès à toutes les collections des bibliothèques universitaires du Québec et même des bibliothèques de d'autres collections à travers le monde. Donc, c'est un outil qui est facile à utiliser. C'est possible pour vous d'emprunter jusqu'à 100 documents à la fois. Donc là, je vous entends penser, oh là là, la galère pour gérer les frais de retard potentiels. Donc, inquiétez-vous pas avec ça. Les documents sont renouvelés automatiquement, à moins bien sûr que quelqu'un les ait réservés pour la période de temps prévue. Sinon, ils sont renouvelés. Donc, on n'a pas besoin de planifier une grande gestion de documents à ce stade-là. Pour accéder au service, comme on disait tantôt, actuellement, on vous invite à le faire via l'adresse que vous voyez sur la présentation. Et notre équipe là, se fera un plaisir de répondre à une simple interrogation par rapport à un livre dans une collection ou vraiment vous apporter un support, un accompagnement pour toutes vos démarches pédagogiques à travers les mises en page, les rédactions, les recherches, pour vraiment vous soutenir à travers vos études universitaires. Donc, n'hésitez pas, contactez-les, puis vous allez avoir un très bon service. Maintenant, passons au soutien technique. Donc, qui dit études à distance dit possibilité de devoir installer des logiciels, d'avoir un ordinateur, d'être connecté. Donc, tout ça indique qu'il y aura possiblement quelques problèmes informatiques en cours de route. Donc, si ça vous arrive, on ne s'inquiète pas, on a une équipe pour ça. Donc, notre personnel est là la semaine comme la fin de semaine, différentes plages horaires qui sont établies, mais vous aurez 7 jours sur 7 un service. Notre équipe s'engage à vous répondre le plus rapidement possible parce qu'on sait tous que quand on a un problème informatique, on est très limité pour la poursuite des études. Donc, ils répondent rapidement. Ils essaient de le faire là, dans un 48 heures de délai là, au maximum. Donc, si vous avez un problème d'accès au service en ligne, si vous avez des problèmes d'installation des logiciels qui parfois sont nécessaires pour faire des cours, bien, n'hésitez pas à les contacter. Ce qui peut être très aidant pour notre équipe pour vous aider plus efficacement, 2 choses. Donc, première chose, une capture d'écran peut être très pratique. Donc, comme le dicton le dit, une image vaut 1000 mots. Donc, quand vous faites la demande de soutien technique, si en même temps vous pouvez vous mettre une capture d'écran, ça aidera beaucoup à comprendre le problème, le diagnostiquer et le solutionner. Et advenant que le problème devient encore plus complexe, c'est compliqué, là, la capture d'écran ne suffit plus, il n'y a pas de problème non plus. Donc, notre équipe peut se connecter avec vous via TeamViewer et à ce moment-là, ils peuvent rentrer dans votre machine et voir quel est le problème et trouver une solution, l'appliquer et régler votre problème. Donc, aucun problème avec ça, vous ne vous gênez pas, vous appelez ou vous écrivez au support technique et on va régler vos problèmes de connexion ou d'ordinateur.
Donc, c'est ce qui compléterait les informations de base sur les services qui sont offerts aux étudiants. Donc, maintenant, on va prendre vos questions. On vous rappelle, comme Lucie l'a dit au début, que les questions, on vous invite à les adresser à tous. Donc, si vous avez une question personnelle qui concerne votre propre dossier, on s'engage, toute l'équipe des services aux étudiants, à vous répondre le plus rapidement possible. Écrivez-nous un courriel personnalisé à la personne concernée, dans le service concerné, et vous serez traité en priorité. La période de questions actuelle vise à vraiment donner des informations supplémentaires à ce qu'on vient de présenter pour qu'un maximum, finalement, d'internautes puissent avoir des précisions. Donc, allons-y avec vos questions. Alors, on dit qu'une première, j'ai vu qu'on peut avoir une aide financière même lorsque nous complétons moins de 12 crédits durant le semestre. Dans quel cas est-ce que c'est possible? Je vais laisser notre collègue Christian, qui est à l'aide financière aux études, vous fournir cette précision. Oui, bonjour. Donc, il y a certains cas particuliers où ce qu'on peut étudier puis faire juste 6 crédits par trimestre. C'est vraiment, c'est énuméré sur le site de l'AFE. Je donne quelques exemples en situation de handicap, des personnes qui ont des enfants de moins de 12 ans et aussi une certaine liste là, exhaustive là, sur le site. Donc, c'est à vérifier. Et lorsque vous faites votre demande sur le site web de l'AFE, il vous indique là, si vous avez le droit là, à vous inscrire à seulement 6 crédits au lieu de 12 crédits. Prochaine question. Est-ce que la bibliothèque de la TELUC travaille avec les bibliothèques locales? Encore une fois, je vais laisser notre professionnel Pierre Poisson-Marquis répondre à cette question-là. C'est moi, ça. Oui, la question, je ne sais pas vraiment si je pourrais y répondre de façon précise, parce que bibliothèque locale, j'imagine que ça signifie des bibliothèques qui sont près de la personne qui a questionné. La bibliothèque de TELUC va travailler de concert avec les 17 autres bibliothèques universitaires du Québec. Et ça, c'est depuis, en fait, l'installation de cet outil SOFIA dont Guylaine a parlé dans sa présentation. Alors, ça implique que les transactions de prêts et d'emprunts vont se faire à travers les 18 bibliothèques universitaires du Québec. Donc, ça veut donc dire que si vous empruntez un livre dans une de ces bibliothèques-là, il est possible de le retourner dans une autre bibliothèque d'une autre université et le transfert des documents va se faire d'une université à l'autre. Alors, j'imagine que ça répond à la question, si c'était ça la question en fait. Alors, Pierre, vu que tu es toujours en ligne actuellement, j'ai une autre question pour toi. Pour ce qui est de la bibliothèque et l'outil SOFIA, les documents empruntés sont physiques ou numériques? S'ils sont physiques, comment cela se passe-t-il lorsque nous sommes domiciliés à l'étranger? Donc, la réponse à ça est les deux. Ils sont à la fois physiques et électroniques. Lorsque vous empruntez un document électronique, en fait, vous pouvez le lire directement sur le site Internet en ligne, mais c'est possible aussi de faire des emprunts électroniques, puisqu'il y a certains documents électroniques dont on n'a pas accès. Parce que ça coûte de l'argent pour avoir accès à ces documents-là. Certaines autres bibliothèques universitaires vont avoir accès à ces documents dont nous n'avons pas accès. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle un prêt électronique. Et vous aurez à ce moment-là un courriel d'envoyé qui va vous donner un lien à cliquer un certain nombre de fois et ça va vous donner accès aux documents à ce moment-là. Maintenant, dans la question, je crois qu'on demandait comment fonctionne le prêt de documents physiques à l'étranger. C'est bien ça, Denis? Oui, exactement. Donc, si vous êtes à l'étranger, à ce moment-là, oui, il va falloir effectivement gérer l'envoi postal à l'étranger. Et il va falloir effectivement avoir des coûts à gérer probablement. Maintenant, il y aura aussi des retours à prévoir en fonction de où vous êtes. Je crois que c'est assez relatif, en fait, à l'endroit où vous allez être en temps normal. Donc, je dirais que c'est pas mal ça, mais ça méritera, en fait, un entretien plus personnalisé si vous êtes à l'étranger, parce que ça peut être assez conditionnel.
J'avais un examen de maths et de français conditionnel à mon admission que je n'ai pu faire au mois d'avril dernier. Jusqu'à quand pourrais-je les faire à ce moment-là? C'est une question assez spécifique. Ça va dépendre du programme d'études. S'il y a déjà eu une entente qui a été établie avec l'équipe programme, l'information devrait déjà être accessible à l'étudiant. Donc, on ne s'avancera pas sur un dossier étudiant là, aujourd'hui, mais ce que moi, je propose à l'étudiant, c'est de contacter directement son équipe programme, donc l'équipe qui est responsable de sa formation, et de poser la question. Il y aura une réponse à ça là, très facilement. Question pour le collègue Christian. Je la lis comme je l'ai reçue. Je suis inscrite à temps plein dans un programme, mais je n'ai pas encore débuté mes cours. Dans l'intervalle, j'ai fait ma demande à l'AFE afin de pouvoir m'inscrire à mes cours. Est-ce correct si je suis déjà accepté dans le programme à temps plein? Oui, il n'y a pas de problème que vous soyez accepté à votre programme. Lorsque vous aurez l'acceptation de l'AFE, que vous pouvez être bénéficiaire de l'AFE, je vous invite là, à vous inscrire immédiatement à la suite de cette nouvelle. Et nous, de notre côté, on va confirmer au ministère que vous êtes bien inscrit à tant de cours de telle date à telle date pour pouvoir générer l'aide financière par rapport à vos dates et fin de cours. Quelles sont les astuces pour terminer plus rapidement son programme, vu qu'on peut prendre 5 cours maximum par semestre? Est-ce qu'il est possible d'en prendre plus? Dans ce sens, peut-on être inscrit à 2 programmes en même temps, par exemple 2 certificats? Alors, encore une fois, très bonne question qui va toucher notre service des études et non pas le service des étudiants. Le service des études, en fait, comprend les coordonnatrices en encadrement, les gens qui vont venir, les agents de gestion des études qui vont venir aider l'étudiant à cheminer. Donc, encore une fois, c'est du cas par cas. Il y a parfois des ententes. La double admission, en théorie, est possible sous certaines conditions. Donc, on ne peut pas généraliser cette réponse-là, malheureusement. Il est parfois possible d'être en double admission si on répond aux conditions qui sont admises. Et puis, au niveau des dates de début et des dates de fin, elles sont normalement établies dès le départ. Maintenant, s'il y a eu des ententes particulières, c'est à voir, encore une fois, avec l'équipe programme. Alors, Guylaine, vu que tu es toujours au poste, j'ai une question pour toi. Je me suis déjà inscrite pour un certificat en relations publiques sans pour autant passer par l'aide à l'orientation. J'ai déjà fait des demandes dans ce sens, mais je n'ai pas obtenu de réponse. Si je remplis le formulaire à nouveau, est-ce que cela, et qu'on me propose quelque chose de différent de ce que j'avais choisi, est-ce que je peux changer mon choix de programme? C'est toujours possible d'effectuer un changement de programme. Donc, en cours de route, que le programme soit au début, au milieu ou à la fin, si l'étudiant considère que pour lui, un changement de programme est préférable, on effectue un changement de programme. Donc, ça, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Au niveau de l'aide conseil en orientation, des demandes qui n'auraient pas été répondues, effectivement qu'au printemps, en période de COVID, on a eu à s'ajuster, à s'adapter. Il y a eu des délais qui ont été très anormaux comparativement à habituellement. Il y a peut-être des demandes qui ont passé sous la sellette. Je m'en excuse. Donc, si vous m'avez déjà écrit, simplement, vous n'avez pas à remplir à nouveau le formulaire s'il a déjà été fait. Écrivez-moi un courriel avec votre nom en m'indiquant que vous avez déjà fait la demande à telle période et moi, je vais effectuer mes recherches puis je vais vous répondre en priorité. Donc, écrivez-moi un petit courriel aujourd'hui puis je vais donner suite à votre demande. En situation normale, pas en temps de COVID, bien entendu, est-ce que la bibliothèque de la TELUC est accessible en personne par les étudiants ou bien c'est uniquement à distance? Pierre, est-ce que tu veux accorder une réponse? Oui. Est-ce qu'on m'entend, ça va? OK. Oui, effectivement, on peut, pour l'instant, on ne peut pas visiter les locaux en personne parce que la situation de la COVID, comme on la connaît toutes, nous en empêche. Mais par contre, le service à distance a toujours été en fonction. Par exemple, le retour à la normale est prévu, c'est-à-dire qu'il y a moyen d'aller visiter les locaux en personne, c'est-à-dire qu'il y en a un à Québec et un à Montréal. Et puis, oui, effectivement, ça va éventuellement devenir la norme une fois que la COVID va être maîtrisée. Oui. Pierre, vu que tu es toujours tout près de nous, comment obtenir la carte de prêt pour l'interbibliothèque, s'il vous plaît? La carte de prêt pour interbibliothèque, il faut savoir qu'il y en a deux.
parce que vous avez une carte numérique qui est fournie avec votre dossier étudiant. Cette carte numérique-là est une carte qui va vous permettre d'emprunter dans toutes les bibliothèques du Québec. Un peu comme si la bibliothèque La TELUQ était fusionnée à toutes les autres bibliothèques. Alors, ça, c'est votre identité tout simplement qui va servir de carte. Maintenant, si vous voulez emprunter dans des bibliothèques canadiennes, c'est-à-dire à l'extérieur du Québec, mais dans le Canada, vous allez avoir besoin d'une carte BCI qui va être demandée finalement, que vous pouvez faire la demande de cette carte-là au service de bibliothèque et on va vous la fournir. Et c'est cette carte-là que vous allez devoir présenter lorsque vous allez vouloir emprunter des documents au Canada. Pour ce qui est de documents dans le reste du monde, là, à ce moment-là, il faut faire appel au service de prêt en bibliothèque et c'est nous qui allons nous charger de vous livrer le document que vous voulez avoir. Une autre question pour toi, Pierre. J'aimerais consulter des documents à la bibliothèque de l'Université de Montréal. Comment puis-je obtenir une carte d'accès, s'il vous plaît? La carte d'accès pour l'Université de Montréal, comme je viens de l'expliquer, c'est la carte numérique que vous allez avoir de la TELUQ. Alors, si vous voulez emprunter à l'Université de Montréal, normalement, leur discours devrait être cohérent avec celui que je vous dis présentement. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent maintenant comme nous, avec un réseau universitaire québécois et leur catalogue, leur collection, elle est fusionnée à la nôtre. Donc, si vous voulez accéder à l'Université de Montréal avec les collections de l'Université de Montréal, il s'agira simplement de présenter votre identité de la TELUQ. Et ce serait en temps normal possible d'emprunter là-bas. Est-ce qu'il y a des pénalités si finalement on n'utilise pas l'aide financière aux études? Question pour Christian. S'il y a des pénalités à ne pas utiliser l'aide financière aux études? Si l'individu décide de ne pas utiliser l'aide qu'il a reçue. L'aide va être reçue. Si vous recevez de l'aide, vous allez la recevoir, mais il est possible, en écrivant là, au ministère, de ne plus recevoir d'aide. Vous pouvez demander de ne plus en recevoir. Question pour Guylaine ou Lucie. Est-ce possible d'effectuer un certificat en relations industrielles pour ensuite l'intégrer à un bac par cumul en administration? C'est toujours à analyser, donc en fonction de à quelle année les cours ont été faits. Les cours universitaires ont une durée de vie, donc dépasser cette durée-là, le cours peut être considéré comme désuet ou ayant besoin d'une mise à jour. Donc, dépendamment de en quelle année les cours ont été faits et aussi s'ils ont été bien réussis, c'est possible d'aller chercher des formations qui ont été faites dans d'autres établissements universitaires et de les inclure dans des bacs par cumul qui sont offerts par la TELUQ. Donc, nous, on vous demande de faire un minimum de 30 crédits universitaires avec nous, donc l'équivalent d'un certificat, 10 cours, pour pouvoir graduer, donc diplômer d'un baccalauréat dans ce cas-ci, de notre établissement. Donc, oui, c'est possible en théorie. Maintenant, il faut faire analyser votre dossier par notre équipe responsable des grades par cumul pour les technicalités que je vous ai nommées précédemment. Mais en théorie, oui, c'est possible. Si je vis dans un pays relativement instable dû à des problèmes politiques et à des situations de guerre, sera-t-il possible de faire des examens uniquement en ligne? Je vais laisser Christian répondre à cette question-là. Merci. Présentement, là, la direction de l'enseignement et de la recherche là, a établi un comité pour se questionner là, sur les enjeux là, des examens en ligne et des examens papier. Donc, on attend là, leurs travaux. Pour l'instant, présentement, c'est en ligne. Mais on est en plein travaux là, à réfléchir à ces situations-là. OK. Question ici encore en relation avec l'aide financière. Si je comprends bien, nous pouvons s'inscrire à un bac par cumul, par exemple, avant de faire une demande d'aide financière? Effectivement. Si vous voulez, vous pouvez commencer votre bac, vous inscrire à un cours pour le trimestre, juste pour voir
c'est quoi la charge de travail, comment ça fonctionne. Puis si vous êtes en mesure, vous sentez que vous pouvez passer là, de 2 cours, si vous êtes admissible à 2 cours ou à 4 cours par trimestre, vous pourrez faire des démarches avec l'aide financière aux études pour recevoir de l'aide pour pouvoir étudier au trimestre suivant. Si je peux me permettre, je vais faire juste un petit ajout à ce que Christin a dit. Merci. C'est impossible de s'inscrire directement à un grade par cumul. Donc, un bac par composante, c'est un cheminement qui, en bout de ligne, vous permet d'obtenir le diplôme de bac. Donc, il faut commencer idéalement par faire et réussir un premier certificat ou l'équivalent, avant de déposer sa demande d'analyse pour le bac par cumul. Donc, on ne peut pas faire une demande d'admission à un bac par cumul comme ça. C'était une petite spécification. Toujours une question d'aide financière. Comment puis-je faire pour m'inscrire à mes cours afin que vous attestiez à l'AFE si je dois attendre l'aide financière afin de payer ceux-ci? Oui, donc l'avantage de faire la demande d'aide financière avant de débuter les démarches de demande d'admission et d'inscription au cours, c'est que si vous êtes confirmé comme un bénéficiaire de l'aide financière, le ministère nous transmet l'information, ce qui va faire en sorte que ça débloque une option de facturation sur le portail Matéluc. Donc, ça vous permet de vous inscrire vous inscrire immédiatement et attendre le premier versement où c'est un plus gros montant pour payer les frais de scolarité. Et ça, c'est seulement pour les étudiants qui bénéficient de l'aide financière. Question pour Guylaine ou Lucie. Est-ce que l'université procède à une vérification de la connaissance de l'anglais à la fin d'un programme? En fait, l'anglais, encore, c'est une très bonne question qui devrait être plutôt posée, encore une fois, au service des études. Je vais quand même répondre un peu, mais je vais vous inviter quand même à contacter votre équipe programme pour avoir des précisions en ce sens-là. Donc, le niveau d'anglais est requis quand on veut graduer au niveau des bacs par cumul. Donc, que ce soit en administration, SR, au niveau des sciences appliquées, on demande d'avoir un niveau d'anglais intermédiaire avancé. Donc, à partir de là, si l'étudiant ne présente pas le niveau qui est requis, on va lui imposer un cours de mise à niveau. Donc, c'est un cours d'anglais qui va lui permettre d'atteindre le niveau d'anglais qui est requis pour obtenir votre bac. Donc, ce n'est pas dans tous les programmes, mais c'est dans certains programmes. Oui. Question pour Pierre. Vous avez dit tantôt qu'on peut demander à la bibliothèque de numériser ou d'imprimer des pages d'un livre et de nous les envoyer par la poste. Est-ce que ce service est payant? Le service est absolument gratuit, mais il ne faut pas en abuser. C'est-à-dire qu'il est impossible de numériser un document au complet. Tout simplement à cause des lois de droit d'auteur, tout simplement. Donc, la portion maximale d'un document que vous pourrez numériser correspond à 20% du document, environ 60 pages, je dirais, d'un livre normal. Donc, c'est ça la réponse, finalement. Question pour Guylaine. Est-ce que la cote R a une importance si on fait un transfert d'un certificat à un baccalauréat par cumul? Non. Au niveau de la TELUC, en fait, ce qui va être pris en considération, ce n'est pas ce qui a été établi dans les études antérieures. Un cours que vous êtes admis à l'Université TELUC, que vous avez fait des cours, puis que vous souhaitez que ces cours-là soient intégrés dans une formation de plus longue durée, l'analyse va se porter sur ce que vous avez déjà accompli, donc vos acquis du moment. Donc non, la cote R n'est pas prise en considération. Dans le programme que j'ai choisi, il faut faire le test uniforme de français et une vérification de mon niveau de mathématiques. Comment dois-je procéder? Encore une fois, bonne question pour le service des études. Je vais y répondre encore partiellement, mais je vais vous inviter là, à aller contacter votre équipe programme. Donc, vous allez recevoir une convocation. Donc, à partir du moment où vous déposez une demande d'admission et que vous ne remplissez pas un des critères, que ce soit mathématiques, français ou même les deux, on va quand même vous accepter au programme et on va vous envoyer une convocation à un test de français ou de maths. Encore une fois, là, les envois, est-ce que vous allez le faire en présentiel ou en ligne? Comme Christian et Lucie l'ont mentionné plus tôt, on est toujours là à se réajuster.
Donc, disons que vous êtes appelé en présentiel à aller valider votre niveau de français ou de mathématiques. Donc, vous faites le test. L'important n'est pas de performer, mais bien de réussir le test. À partir du moment où vous avez validé votre niveau de français ou de mathématiques, vous êtes admis officiellement dans le programme. Dans le cas contraire, donc si vous savez que vous n'avez pas le niveau de mathématiques ou le niveau de français, vous pouvez éviter de faire le test et carrément vous inscrire au cours probatoire. Donc, c'est un cours, en fait, qui est de niveau collégial et non universitaire et qui va revoir les principales notions qui sont importantes là, à avoir en tête quand vous débutez le programme d'études. Donc, vous pouvez quand même débuter le programme d'études en faisant bien attention de faire un choix de cours qui est cohérent en fonction de votre cheminement, mais aussi en fonction de la compétence en mathématiques ou en français qui vous manque. L'équipe programme est là pour vous aider à faire un bon choix de cours en fonction de ça. Et vous avez une année entière pour faire le cours probatoire. Donc, après cette année-là, il faut l'avoir réussi, faute de quoi vous ne serez pas autorisé à poursuivre votre programme. C'est une condition d'admission, donc il faut la remplir. Pour compléter, oui, vas-y, Christian. Pardon, pour compléter l'information de Guylaine, parce qu'on a eu des nouvelles informations assez récemment. Pour les tests de français et les tests de mathématiques, vous allez recevoir un courriel registraire vous indiquant à quelle période vous pourrez faire votre test en ligne. Présentement, pour le test de français, ça se met en branle. Pour le test de mathématiques, il y a encore des trucs à peaufiner, mais vous allez être informé. Et pendant que les tests sont présentement suspendus, votre condition d'admission, il y a un délai supplémentaire là, qui est ajouté par rapport à ce que vous ne pouvez pas faire votre test, mais ça s'en vient très rapidement. Des courriels vont être transmis aux étudiants qui doivent faire les tests de français et les tests de mathématiques. Alors, Christian, demeure pas loin de ton micro parce qu'on a deux questions pour toi. La première, pouvons-nous toujours nous inscrire à l'aide financière même après avoir été accepté un certificat? Absolument. C'est en tout temps. Vous pourriez être à la première année de votre certificat dans le milieu du travail et décider que vous orientez complètement votre choix de vie à faire des études seulement et délaisser le travail. Vous pourriez demander là, à la deuxième année de votre certificat une aide financière et c'est évalué à chaque année. D'ailleurs, le ministère là, va vous demander à chaque année de remplir leurs questions pour pouvoir faire un nouveau calcul pour voir si votre situation a changé. Deux courtes questions en terminant. Je suis inscrit à un programme court. J'ai des examens privés à des dates fixes. Est-ce que je peux choisir sans problème la date de mes examens? C'est une bonne question. Ça dépend du programme. La majorité des programmes, on peut déplacer les dates d'examen, mais il y a certains programmes particuliers, dont ceux de comptabilité, où c'est vraiment les dates fixes. Toute dernière question. Pour les bourses d'excellence dont vous avez parlé tout à l'heure, ce sont les 3 meilleures moyennes qui sont sélectionnées ou alors elles sont délivrées à partir d'une certaine moyenne? C'est une excellente question. Je me demande est-ce que si notre responsable des bourses est ici présent pour y répondre, Jean Petitclerc. Sinon, moi, je vous invite à poser votre question directement là, au responsable des bourses. Je pense que ça doit être inscrit sur le site web là, de la TELUC là, pour poser cette question-là pour vérifier l'information. Donc, avant de conclure, puisque c'est déjà la fin, j'invite les gens pour lesquels qui ont posé des questions et on n'a pas eu le temps de leur répondre, de nous écrire à l'adresse courriel suivante, info@teluc.ca et on va se faire un plaisir de donner suite. Dans l'intervalle, j'invite Lucie et Guylaine là, à y aller du mot de la fin, s'il vous plaît. Donc, merci beaucoup tout le monde de vous être connectés aujourd'hui avec nous. On vous a présenté les services aux étudiants, ils sont très variés, sont nombreux. On espère que ça répond à vos besoins. Si parfois vous avez d'autres besoins à nous exprimer qui pourraient peut-être éventuellement découler sur d'autres services, ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos suggestions, vos idées. Et entre-temps, ben, vous avez la liste des coordonnées pour contacter chacun des services qui sont offerts chez nous. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous. Puis, on vous souhaite une très belle année, particulière, certes, avec plein de différences aussi,
mais qui va se faire main dans la main avec tout ce qu'on peut vous offrir. Donc, bonne année et merci d'avoir été présent aujourd'hui. Je me permets un petit rajout. Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire sur la présentation qui vient de vous être présentée, on vous invite à acheminer un courriel à l'adresse courriel qui est la suivante, c'est communication@commercial-teluc.ca. Alors, n'hésitez pas à nous faire acheminer vos commentaires. Il nous fera plaisir de les lire. Merci à toute notre équipe qui s'est déplacée, qui ont été là pour répondre à vos questions. Au cas où vous en posiez des cols qu'on n'était pas capable de répondre. Alors, merci à mes collègues qui se sont déplacés.